Allez, on continue de parler un peu du Darfour où nous évoquions donc la remise de Béchir à la Cour pénale internationale, ce qui réjouit énormément les habitants du Darfour. Ambroise Konjo, vous évoquiez donc le parallèle avec le jugement de Hissène Habré qui a nécessité énormément de moyens. Oui, je parlais des coûts financiers que ce procès a engrangé. Et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent poser le problème du coût financier quant à un procès qui pourrait être organisé en Afrique. D'ailleurs, ma position est claire là-dessus. Renvoyer, parce que les cours africaines pour juger des criminels de guerre, c'est tout récent. Ça ne date pas d'hier, c'est tout récent. Donc ça dit que c'est à partir de Hissène Habré que les gens veulent que la jurisprudence puisse passer par la grande porte et que ça soit un cas d'école en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une question de sécurité autour du procès, du genre, comme on l'appelle, Omar Béchir. Parce qu'il y a toujours ces Janjaouides-là qui sont là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont désarmés. Il y a certains rebelles qui sont là, qui peuvent à tout moment briser la chaîne de la sécurité qui règne aujourd'hui, au-delà, à l'instar, non pas à l'instar, après l'accord qui a été signé entre les forces en présence et les militaires. Donc moi je dis que renvoyer Béchir à la Cour pénale internationale, met tout le monde à l'abri ici. D'abord l'interne, pour pacifier, pour permettre un certain déroulement normal de l'accord qui a été signé avec les militaires et les civils. Et ensuite, de voir dans quelle mesure du possible ce procès pour servir de leçon à ces rebelles qui sont encore des criminels qui sont toujours là et qui sévissent au Soudan. Tant il est bien, tant il est vrai plutôt que le gouvernement fait un effort pour pouvoir associer les rebelles à des discussions pour trouver un terrain d'entente. Mais celui qui a été criminel et tous ses complices, ses commanditaires doivent être traduits au même titre que Béchir devant la Cour pénale internationale. D'ailleurs, avec Béchir, il y a 3 de ses ex-collaborateurs, l'ancien secrétaire d'État à l'intérieur, l'ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur et également l'ex-chef des milices Janjaouides qui seront remis à la CPI. Alors, moi, je voudrais que vous écoutiez l'argument, par exemple, les propos de Kalma Hassan, qui a 72 ans, qui vit dans le camp de réfugiés pour les Darfouris, qui se dit soulagé, mais prévient, si Béchir et ses bras droits ne sont pas remis à la CPI, la paix ne pourra jamais s'installer au Darfour. Ça rejoint ce que disait Ambroise. Il y a aussi une question de sécurité. Si on doit juger Béchir au Soudan, ça pose un problème. Oui, je crois que c'est un argument, donc c'est une opinion. Mais je dis, est-ce que Béchir, même à la CPI, est-ce que la paix est assurée au Darfour? Donc je dis non, parce que bien que on va acheminer Béchir avec quelques-uns de ses anciens collaborateurs, mais il a toujours ses racines, même si les racines sont aujourd'hui affaiblies. Donc il y a toujours des gens qui vont se réclamer de Béchir, qui vont vouloir que les choses redeviennent vraiment normales. Donc ce n'est pas encore, disons, la fin. Les éléments, les anciens ou bien les fanatiques de M. Béchir demeureront maintenant, quitte à voir dans quelle mesure pacifier ce pays, aller vers une paix assez véritable. Et si on veut aller vers une paix assez véritable, tous sont fautifs parce que dans le problème du Soudan, du Darfour, donc les responsabilités sont partagées. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas prendre toutes les responsabilités par M. Béchir. Donc il faut également lâcher un peu du lest et essayer de colmater les brèches. Alors ici, il n'y a pas véritablement de calendrier qui a été décidé par les autorités pour la remise de Béchir à la CPI. Ça veut dire, on l'a dit, les gens s'en réjouissent, mais ça peut prendre encore beaucoup de temps avant d'être effectif. Absolument. Je crois que ce n'est pas une affaire aussi facile. Les effets d'annonce sont là. Mais les réalités sont autres. Du transfert de la personne aussi sont une autre chose. Mais ça dépend tout dépendra de la volonté des autorités politiques actuelles de vouloir faire passer un message à travers le transfert de Béchir devant la Cour pénale internationale. C'est une question de message. C'est-à-dire quand on transfère aujourd'hui, on renvoie Béchir devant la Cour pénale internationale, c'est un signal qu'on envoie à ceux-là qui sont toujours là, ces rebelles-là, ces groupes de rebelles, surtout les groupes de Janjaouides qui sont là, même si certains seront traduits, tous ceux qui vont rejoindre Béchir devant la Cour pénale internationale, on a dit que si nous rentrons sur ce terrain-là, nous risquons aussi d'être traduits là-bas. Et quand les gens sont allés là-bas, comme les gens de Bako, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore revenus dans leur pays. Donc c'est un signal, c'est un message fort
Et il va falloir y aller. Quoi qu'on en voit comme contour, il va falloir passer par cette porte-là pour amener le Soudan à aller dans le sens de la paix. Et cette paix-là doit avoir un prix. Aujourd'hui, moi, je me réjouis qu'avec les... vous savez, quand les États-Unis trouvent leur intérêt, ils sont prêts à mettre tous les paquets pour imposer la paix. Hein. C'est-à-dire, la paix, ce n'est pas forcément les choses qui sont cherchées par les uns et les autres à un moment donné d'un conflit. Mais la paix aussi s'impose à un moment donné où, quand les gens n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Donc aujourd'hui, ici, on impose la paix avec l'argent et des fois même avec la guerre. Donc, quand les États-Unis s'y annoncent dans ce genre de trucs, c'est l'argent qui vient d'abord en premier. Oui. Et ensuite, c'est l'influence américaine qui domine. Et c'est là, il faut saluer aussi ce rôle joué par les États-Unis dans l'accord qui a été trouvé entre les militaires et le truc là. Maintenant, je crois que faut pas aller dans un mélange de la géopolitique. Il y a Israël, il y a les contours, tout ça là. Et l'Égypte a d'ailleurs la dernière fois pris une option. Rentrer en langue avec Israël aux grandes dames de ceux-là qui sont les ennemis de l'Israël dans la zone. Donc, c'est un changement radical de la politique soudanaise qui est en train de prendre du chemin. Alors, en même temps, vous savez que la raison d'État, elle domine tout, parce que Béchir, dès le départ, les militaires qui ont pris le pouvoir à la suite de Béchir ont dit pas question que Béchir soit remis à la CPI. Aujourd'hui, ils disent on peut envisager de remettre Béchir à la CPI parce qu'il y a des pourparlers avec les rebelles du Darfour. Et ce n'est pas Béchir qui va faire entrave à la paix. S'il faut le livrer pour qu'il y ait la paix, on le livre. Oui, non, c'est le schéma qui est aujourd'hui dessiné. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ce schéma va prospérer? C'est là où je voudrais revenir un peu sur l'argumentaire de mon cher ami Ambroise. C'est vrai, il a fait ressortir, disons, l'effet de dissuasion pour décourager de futurs actes comme ceux posés par M. Béchir. Donc, je n'en disconviens pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui me gêne, quelle est l'utilité et la crédibilité de nos justices africaines lorsqu'il y a des dossiers assez brûlants, des dossiers assez costauds comme ça, si on ne laisse pas jouer nos juges pays, donc quand est-ce qu'ils vont jouer leur partition? Donc, on voudrait bien me démentir pour me dire qu'au niveau de la CPI, qu'il y a des juges africains qui siègent. Mais là, ça ne résout pas le problème. Donc là, vous l'avez dit dans votre introduction à ce sujet, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'on a vu la position de ceux qui ont renversé Béchir. Dans un premier temps, il disait qu'il n'en est pas question qu'on le livre, donc nous allons le juger ici. Mais s'inscrivant dans une logique, donc ils sont à la recherche de quelque chose, donc c'est qu'ils doivent donner. Et ceux qui doivent, disons, leur donner ce qu'ils recherchent, ont imposé, disons, la remise de M. Béchir à la CPI. Donc ils ont les mains liées. Mais ce sont des actes qu'ils vont regretter par après. Qu'ils vont regretter, pourquoi? Qu'ils vont regretter d'avoir livré M. Béchir à la CPI parce que le Soudan aujourd'hui a tous les outils nécessaires pour juger Béchir au Soudan et ne pas hypothéquer la paix. En même temps, vous savez que quand il fallait, parce que Béchir a été déjà jugé au Soudan, mais avec les crimes abominables commis au Darfour qu'on lui reproche, on a choisi le plus simple, le juger pour corruption et possession de devises étrangères. Et on lui colle 1-2 ans de prison, qu'il ne fera même pas en prison parce qu'il a plus de 75 ans. Et au Soudan, quand vous avez plus de 75 ans, vous n'allez pas en prison, vous allez à une maison pour vieillards et tout. Vous voyez, on ne sent pas qu'on veut vraiment le juger pour les actes du Darfour. Oui, non, mais c'est là où je voudrais interroger les charges, les nouvelles charges, les charges qui sont retenues contre lui à l'international. Cela ne voudrait pas dire que les juges soudanais ne peuvent pas qualifier ou bien apprécier ces charges-là. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée pour dire les crimes sont tellement grossiers qu'il faut absolument les remettre à la CPI. Non, nous pouvons juger. Nous avons des juges assez compétents en Afrique. Pourquoi ne pas donner de la matière à nos juges et les juger aussi? Parce qu'une fois qu'ils auront essayé et ils auront, disons, constaté leurs limites, ils vont apprendre de ces limites-là pour la génération future.
Notre second sujet, c'est l'Égypte. Nous évoquons donc ce premier cas du coronavirus en Afrique. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas de nouveau coronavirus sur le continent africain. Le porteur de la maladie n'est pas égyptien. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, sans préciser sa nationalité ni son genre. L'Organisation mondiale de la santé a été informée. Le patient qui ne présentait aucun symptôme a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour être soigné selon le ministère. Le ministère d'ailleurs a pris des mesures préventives et surveille l'évolution du cas qui s'est stabilisé. Ambroise Konjo, de toute façon, avec ce qu'on voit au niveau de la Chine, où on parle de 66 000 cas de contamination, plus de 1700 décès, et connaissant aujourd'hui le fait que le monde soit réduit à une sorte de village où ça va dans tous les sens, l'Afrique n'aurait pas pu rester trop longtemps à l'abri. Oui, c'est vrai que les gouvernements ont essayé de préserver l'essentiel, c'est-à-dire, vous savez, l'Afrique est un problème d'infrastructure de santé, de façon générale. C'est vrai qu'il y a des pays qui s'en sortent. L'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Il y a certains pays qui s'en sortent facilement. Mais les pays, surtout subsahariens, ont de sérieux problèmes de contingentement de ces cas d'épidémie, surtout à grande échelle, comme ça se passe. Je me demande si c'est en Afrique. Dieu nous préserve. Que ce qui arrive aujourd'hui en Chine, aujourd'hui on est foutu. On est foutu. Ça aurait été comme une guerre bactériologique que les ennemis de l'Afrique pouvaient lancer pour dissimuler le continent africain, tant certains nous accusent déjà d'avoir trop de naissances sur le bras, comme le Niger. Donc, c'est tout comme c'est eux qui viennent nourrir nos enfants ici. Donc, ça vous dit qu'en réalité, la précision, elle est fondamentale au niveau de l'Égypte. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'Égypte n'a pas décliné l'identité du malade, ni de son genre. Je trouve ça intéressant. C'est vrai que dans la transparence de la chose, si la France et autres, ils le disent, c'est clair. Ouais. Parce que pour le journaliste, il faut être clair pour lever l'équivoque. Maintenant, pour que les gens puissent prendre des dispositions. Ici, je pense que moi, le problème même de ce coronavirus vient de la Chine. Les gens peuvent penser à une guerre bactérienne qu'aurait lancée une puissance étrangère pour pouvoir déstabiliser la Chine au plan commercial et autres. Ça, c'est une évidence. Ça peut être une évidence, ça peut être une piste. Mais pas forcément, on ne peut pas confirmer. Mais je me dis que la Chine même a fait l'erreur de cacher l'épidémie au début. Parce que quand on est trop rigide dans un régime, c'est ce que ça amène. Au point même où il y a un médecin qui a sonné l'alerte, on l'a convoqué au commissariat et tout, le médecin est décédé tout récemment et ça a choqué beaucoup de Chinois. Beaucoup de Chinois et au-delà de la Chine. Vous voyez, quand on est dans un régime rigide comme celui de la Chine, c'est les comportements-là que cela peut amener. Et ça demande maintenant à ouvrir le champ démocratique à tous ceux qui vivent dans ce pays. Revenons au coronavirus. Vous savez, moi j'ai dit que les Chinois, je ne sais pas ce qui les amène à manger n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi. Et on nous a clairement dit que c'est l'alimentation. Non, le pangolin, ça se mange également dans d'autres pays du continent. Si vous mangez du pangolin, que vous le mangez cru. Ici, il y a des maladies qui ne peuvent jamais atterrir en Afrique. C'est pourquoi je dis ça. Nos aliments sont très bien cuits. Très bien cuits avec du sel et du piment. Il peut y avoir du ténia même. Le ténia même, l'ange s'orange. Mais non, c'est la Chine. C'est la Chine. Vous voyez, tous les animaux bizarres que nous, on essaie d'élaguer là. Eux, ils ramassent tout ça. Comment ils ne peuvent pas avoir ce genre de maladies? Donc, c'est dire que la dernière fois, je voyais un film. Je suivais un film. Et bizarrement, c'est un pays voisin de la Chine. Je ne sais pas si c'est le Vietnam. Ils sont comme ça bizarres dans ce monde-là. Hein. Ils ne sont pas bizarres, ils ont leur mode de vie. Hein, mode de vie bizarre. Ils ne sont pas loin. On dit que les gens mangent des cafards. Ils mangent même des lézards. Donc tout ça, c'est vrai, c'est leur culture. Oui. Mais il faut préparer la chose avant de la manger. Maintenant, je vois, on a emmagasiné des animaux sauvages dans des, comment on appelle, dans des cages. C'est un restaurant dans lequel c'est les gens, c'est des rebelles qui sont entrés, pas rebelles, mais c'est un film américain, mais qui est aussi asiatique. On a sorti le pangolin, il a dit voilà. Et c'est l'éléphant qui est un, comment on appelle, c'est le pays, c'est lui pas l'éléphant est
est un animal sacré, mythique. mythique. Sacré, là-bas. On a amené ça dans ce restaurant-là. Et il semble que, j'ai vu le pangolin, j'ai dit, mais c'est ce que vous mangez, que ça nous crée des problèmes. Donc aujourd'hui, je crois que, pour revenir à l'Égypte, je crois que c'est le premier cas. Il y avait un cas qui a été en Côte d'Ivoire qui a été un faux cas. Donc je crois que les pays africains doivent prendre des mesures au niveau de leur aéroport, de leur port, pour pouvoir éviter que la chose. Même les billets des banques ont été arraisonnés. C'est ça, on dit non? Ont été arraisonnés pour pouvoir éviter. Puisque quand tu prends, je donne là, c'est vite fait. Donc je dis que moi je prie pour que ces gens de maladies ne viennent pas en Afrique. C'est vrai que des cas similaires comme Ebola sont déjà arrivés. Il y a un cas similaire actuellement au Congo, Kinshasa, qui est en train de décimer dans une région. Ça aussi, ça pourrait être aussi des trucs bactériologiques. De toute façon, on peut piller après les de toute façon, l'Afrique, on connaît je ne sais pas si on doit appeler ça un système de santé, et ça n'existe pas véritablement. Et comme le disait Ambroise, l'ampleur de ce qui arrive en Chine, l'Afrique ne peut pas supporter ça. Oui, non, mais ça c'est clair, parce que nos infrastructures sanitaires ne répondent pas encore aux normes, même s'il y a des efforts qui sont faits, mais nous ne sommes pas encore outillés pour faire face à ce genre d'épidémie. C'est vrai, Ambroise l'a dit, si c'était un pays africain, la Chine, donc je dirais que peut-être que on n'aurait même pas eu cette opportunité de se rassembler sur ce plateau pour essayer de cogiter. Donc voilà, mais il va falloir, et cela doit servir de leçon, ça doit faire le déclic au niveau de nos dirigeants pour dire que les structures sanitaires sont également des frontières à ces bactéries. Donc on doit développer nos structures sanitaires. Tout ce qui est question de sécurité sanitaire, donc on doit investir là-dedans et donner les moyens aux praticiens afin qu'ils puissent jouer convenablement leur partition. Mais vous arrivez à comprendre quand même le fait qu'on dise que la Chine est une puissance montante, la deuxième puissance économique du monde, militairement, je ne sais pas à quel rang ils sont, mais qui, sur le plan sanitaire, semble être très dépassé par la situation. Très dépassé par la situation, parce qu'il faut dire aussi les habitudes alimentaires, ou bien, disons, les faits culturels aussi ne les arrangent pas, ne les avantagent pas, parce que on a comme l'impression qu'il y a un laisser-aller. Parce qu'on dit le Chinois, il mange tout. Et lorsqu'ils naissent dans une condition comme ça, donc c'est vrai que c'est comme si ils naissent tout à fait immunisés. Et eux, ils peuvent tout manger. Donc, on voit que c'est juste avec le virus là, on voit tous les dégâts qui sont faits. Donc, ça repose le problème des faits culturels et puis traditionnels, même dans l'alimentation, dans la consommation en Chine. Vous pensez qu'en toute honnêteté, au-delà de ce qu'on sert sur les antennes, comme tel pays a pris telle mesure et tout, connaissant la situation de porosité des frontières et tout, qu'il n'y a pas de cas non détectés dans d'autres pays? Ça aurait pu déjà être ventilé. Ici, on ne peut pas cacher, on ne cache pas une maladie. La preuve, la Chine a caché cette maladie aujourd'hui. C'est la maladie même qui a sorti la bouche de la Chine, comme on dit, la maladie. Donc, c'est vous dire en réalité que c'est vrai qu'il peut y avoir des soupçons. Parce que quand les gens débarquent de la Chine pour atterrir dans votre pays, vous pouvez les renvoyer. Mais il faut des mesures de mise en quarantaine. Des mesures avec des équipements appropriés. Quand on les voit même sur la télé, vous comprenez, il faut comprendre que ce n'est pas facile pour le pays africain de vivre ça. Et donc, avec tout cet armada d'équipements-là, vous voyez, la personne est habillée, tu ne vois rien du corps. Même jusqu'aux gants, tout est scellé. Donc, est-ce que vous pensez qu'on a les moyens, même les masques dont nous on a des cache-nez ici pour l'harmattan. Les gens sont allés les vider pour pouvoir se protéger d'une certaine de quoi. Mais moi j'ai toujours dit que l'Afrique est un continent béni. De tous les maux, de tout ce qui se passe. Les gens sont dans nos couilles, ils cherchent toujours à nous plonger, mais on est toujours béni. Vous ne comprenez pas? On a les richesses minières, on a les richesses phoniques. On a les richesses halieutiques, on a les richesses végétales, on a tellement de richesses. Et on a la richesse humaine. C'est-à-dire qu'on reçoit, on est hospitalier, on a tout. Mais avec ça, le blanc nous fait comprendre que c'est eux qui sont mieux que nous. Je ne veux même pas parler des Asiatiques. Eux, ils sont dans un autre monde là-bas. Donc c'est pour vous dire quand même que l'hospitalité de l'Afrique a tellement créé, lui a créé des problèmes
on saurait interdire aux gens de venir en Afrique, parce que l'Afrique est une terre d'accueil, mais au même moment, comme l'exemple du Nigeria, on peut beau être une terre d'accueil, mais il faut aussi protéger ce qui est de l'intérêt national, ce qui est de l'intérêt continental. Sans toutefois faire l'apologie de ce que Buhari fait au Nigeria, et que la Guinée veut aussi copier. Je ne sais pas si vous le suivez. Lui, on parle du troisième mandat. Lui, il est en train de créer notre problème là-bas. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, on a de sérieux problèmes en Afrique, mais nos problèmes peuvent être réglés parce que l'Afrique, les Africains se comprennent rapidement. La situation aussi, quand on regarde de près, dépasse un peu l'OMS, hein, parce que moi, je suivais un reportage il y a encore quelques jours où on annonçait les premiers vaccins pas plus tôt qu'avant 2021. Oui, donc c'est dire, mais l'OMS, ce n'est pas de la photocopie qu'on fait pour les vaccins. Donc il faut faire des recherches et s'assurer disons, des résultats. Et avant de passer, disons, à la fabrication du vaccin. Donc ça prend un temps assez fou. Donc ce n'est pas de la magie. Donc ce sont des gens, ce sont des humains qui font les recherches et qui procèdent par des diagnostics. Donc ils doivent faire des tests même avant de l'appliquer sur les êtres humains. Donc je crois que les cobayes là, ce sont disons les animaux qui ont une certaine ressemblance en composition physiologique avec l'humain. Donc il faut faire un certain nombre d'essais et pour se convaincre. Donc il y a également des confrontations des résultats et les grands chercheurs, les têtes pensantes, les scientifiques essaient de ressortir un point commun. Donc ça ne peut pas être du jour au lendemain, mais toujours est-il qu'il faut encourager l'OMS, il faut encourager nos chercheurs dans le monde entier à s'investir réellement et très rapidement afin qu'on puisse endiguer ces maux. Même si on dit que, enfin, quand on regarde les dégâts que font la maladie, que fait la maladie et qu'on dit que les recherches se poursuivent, vous vous rappelez dès le départ, et moi je me rappelle très bien le communiqué qu'avait sorti ici notre ministère de la Santé, c'était plus lié aux fruits de mer, on nous parlait de tout ce qui est lié aux animaux aquatiques. Et puis après, ensuite, le coronavirus, c'est d'abord la chauve-souris, mais qui ne pouvait pas le transmettre à l'homme. Et puis la chauve-souris a réussi à le transmettre au pangolin, et le pangolin a réussi à le faire passer à l'humain. Bon, comme si finalement on ne sait pas trop d'où ça vient. Oui, quand on veut rentrer dans cette histoire, là, on risque de... Parce que là, on se perd, finalement, c'est fruits de mer ou pas, ou c'est pangolin, ou c'est chauve-souris. Oui, c'est parce que, moi je l'ai dit, qu'il y a une part de recherche à faire par rapport à cette histoire bactériologique. Parce que, tantôt, ceux-là qui parlaient, moi j'ai lu un truc, les Indiens ont fait des recherches, ils ont découvert que c'est pratiquement un truc bactériologique. Ben, comme des choses comme ça ne sont pas souvent très officielles, parce que quand les gens vont se mettre à accuser une puissance, déjà ce serait de trop. Donc, actuellement, là, je sais que les services de renseignement qui sont doués dans le domaine médical seraient à faire des renseignements pour savoir réellement d'où est venu ce virus-là. Nous, on est dans notre signe depuis des années, des milliards d'années, on n'a jamais eu ce genre de maladie. C'est vrai que ça s'est déjà produit en 2012. En 2012, il y a une forme de maladie là qui s'est produite, mais qui a été contingenté plus rapidement. Mais ici, ils ont pris à la légère la montée de la maladie et la capacité de nuisance du virus même. Et voilà que ce virus, elle est très dangereuse, même plus que toutes les maladies que la Chine a eu à connaître et que le monde, même plus que la peste. Regardez, 66 000 cas détectés et en plus, plus de 1500 à 1700 morts. C'est déjà grave. Pour un pays au nombre d'habitants à 2 milliards, si ce virus-là, si des mesures sérieuses n'ont pas été prises, tout le pays sera décimé. La Chine va se retrouver dans le schéma du Togo. La Chine qui aujourd'hui rivalise et dépasse les États-Unis va se retrouver au même raccord que le Togo. Donc moi je prie pour que ce mal-là quitte ce pays et que ça soit anéanti. L'OMS, par exemple, quand on parlait de l'OMS, c'est aussi des hommes qui sont là-bas. Il ne peut pas donner des chiffres alarmistes, il ne peut pas dire des choses qui alarment encore les gens. Ils sont obligés de rassurer la population mondiale, comme quoi le virus comment on dit ça? Oui, sa propagation est limitée, elle est contenue, mais il va falloir maintenant
essayer de mettre au nouf la manière de s'en tuer les gens. Trouver rapidement un vaccin, soit un vaccin ou un médicament qui puisse rapidement réduire la fièvre et maintenant rendre le patient plus apte à être debout sur les deux pieds. C'est ce que le maître peut faire. Sinon, le maître ne peut pas venir vous dire que c'est un capteur à la main. Ça va créer un tollé. Nous allons partir pour la pause et on regarde le journal et on est de retour dans une dizaine de minutes.